Paris, le 23 novembre 1654. Il est minuit passé. Dans une chambre sombre de la rue des Francs-Bourgeois, un homme de 31 ans tremble. Ce n'est pas le froid qui le saisit, ni la maladie qui le ronge depuis l'adolescence, mais une fulgurance qui dépasse l'entendement. Blaise Pascal, génie des mathématiques et mondain désabusé, vit une extase qui brise les digues de la raison. Sur un parchemin qu'il coudra bientôt dans la doublure de son pourpoint pour ne jamais s'en séparer, il jette des mots de feu, désarticulés par l'émotion. Joie, 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 pleurs de joie. Ce document, le mémorial, restera son secret jusqu'à la mort, le témoignage brûlant d'une nuit où le Dieu des philosophes et des savants s'est effacé devant un Dieu de cœur et de certitude. Mais, pour comprendre comment ce savant rigoureux en est arrivé à ce précipice mystique, il faut remonter le temps, vers le vacarme d'un siècle de fer et le silence d'une enfance hors du commun. Tout commence loin des salons parisiens, à Clermont, au pied des volcans d'Auvergne, où Blaise naît en 1623. Orphelin de mère à 3 ans, il grandit dans l'ombre tutélaire d'Étienne, son père, un magistrat érudit qui décide de l'instruire seul, le tenant à l'écart des bancs de l'école, pour façonner lui-même ce métal précieux. L'enfant est un prodige effrayant. On raconte qu'à 12 ans, privé de livres de mathématiques par un père qui veut d'abord lui enseigner les langues, le jeune Blaise redécouvre seul, en traçant des figures sur le sol, les fondements de la géométrie d'Euclide. Cette précocité n'est pas une légende. Elle est l'acte de naissance d'un esprit qui ne saura jamais se reposer. À 16 ans à peine, il stupéfie les savants de l'Académie Mersenne avec un traité sur les coniques, si abouti que le grand Descartes refuse de croire qu'il est l'œuvre d'un enfant. Mais le génie de Pascal ne flotte pas dans l'éther des abstractions. Il se forge dans la matière et la nécessité. Lorsque son père est nommé commissaire pour l'impôt en Normandie, accablé par des calculs interminables, Blaise, âgé de 19 ans, décide de soumettre la mécanique à l'arithmétique. Il rêve d'une machine capable de soulager l'esprit humain de la tâche ingrate du calcul. Après 50 prototypes et 3 ans d'acharnement, la Pascaline est née. Entendez le cliquetis du laiton et des engrenages. C'est le son de la modernité qui s'éveille. Pour la première fois, une machine effectue addition et soustraction sans faillir. Pourtant, cette merveille technologique est un échec commercial. Trop coûteuse, trop fragile, elle reste une curiosité de riche. Pascal, lui, regarde déjà ailleurs. Il regarde ce que tout le monde nie, le vide. Au milieu du XVIIe siècle, un dogme domine la science. La nature a horreur du vide. Les savants, l'Église, tous s'accordent à dire que le néant ne peut exister dans le monde créé. Pascal, avec l'audace de ceux qui ne respectent que la preuve, va briser cette certitude millénaire. Il multiplie les expériences, manipule des tubes de mercure, joue avec des seringues et des siphons, transformant la physique en un théâtre de la démonstration. Le point d'orgue de cette quête se joue le 19 septembre 1648. Pascal, retenu à Paris par sa santé fragile, charge son beau-frère, Florin Périer, de gravir le puits de Dôme. L'enjeu est colossal. Prouver que c'est le poids de l'air, et non l'horreur du vide, qui retient le mercure dans le tube. À mesure que l'on s'élève vers le sommet, la colonne de mercure descend. La preuve est faite. L'air a un poids, l'atmosphère nous écrase, et au-dessus, le vide existe. Pascal vient de changer notre vision du cosmos. L'homme n'est plus au centre d'un monde plein et rassurant, mais un point égaré entre deux abîmes, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Après le vertige des cimes, vient le vertige des sens. Au début des années 1650, orphelin de père et riche héritier, Pascal tente d'oublier le silence effrayant des espaces infinis dans le bruit des carrosses parisiens. C'est la période mondaine. Il fréquente les ducs, les joueurs et les esprits libres. Il roule carrosse avec plusieurs chevaux, s'habille de faste et courtise les salons précieux. C'est dans ce monde de frivolité apparente que son génie saisit une nouvelle proie, le hasard.
Interrogé par un joueur impénitent, le chevalier de Méré, sur la répartition des mises d'une partie interrompue, Pascal entame une correspondance légendaire avec Pierre de Fermat. De leurs échanges naît une nouvelle science, les probabilités. Là où l'homme ne voyait que fortune ou fatalité, Pascal décèle des lois mathématiques implacables. Il invente la géométrie du hasard. Même l'incertain peut être mesuré, calculé, anticipé. Mais le calcul ne suffit pas à apaiser son âme tourmentée. Le vide qu'il a découvert dans la nature résonne désormais en lui. Un gouffre intérieur que ni la science, ni les plaisirs ne peuvent combler. La nuit de feu de 1654 marque la rupture. Pascal renonce aux sciences profanes pour se jeter dans l'arène théologique. Il se rapproche de l'abbaye de Port-Royal, forteresse du jansénisme, ce christianisme austère et exigeant qui prône une grâce que Dieu seul dispense. Lorsque ses amis de Port-Royal sont attaqués par la Sorbonne et les jésuites, Pascal reprend la plume, non plus pour tracer des équations, mais pour croiser le fer. Il devient Louis de Montalte. Sous ce pseudonyme, il publie Les Provinciales, une série de lettres clandestines qui mettent Paris en émoi. Avec une ironie mordante et un style d'une pureté nouvelle, il dénonce la casuistique complaisante des jésuites, cette morale élastique qui trouve des excuses à tous les péchés. C'est un triomphe littéraire. Voltaire lui-même y verra le meilleur livre qui ait jamais paru en France. Pascal invente là, dans le feu de la polémique, la prose française moderne, incisive, claire, redoutable. Mais ce combat l'épuise. La maladie, compagne fidèle et cruelle, resserre son étau. Les dernières années de Blaise Pascal sont un calvaire physique. Des maux de tête violents, une paralysie partielle, des douleurs d'entrailles qui ne lui laissent aucun répit. Lui qui a sondé les mystères de la cycloïde et de l'hydrostatique ne parvient plus à soulager son propre corps. Pourtant, dans cette chambre de malade, l'esprit continue de bâtir une cathédrale inachevée. Il note sur des bouts de papier épars des pensées fulgurantes pour une grande apologie de la religion chrétienne qu'il ne terminera jamais. Il y décrit la condition humaine avec une lucidité tragique. L'homme est un monstre incompréhensible, une chimère, gloire et rebut de l'univers. Il est ce roseau pensant, le plus faible de la nature, mais un roseau qui sait qu'il meurt, alors que l'univers n'en sait rien. Ces liasses de papier, retrouvées après sa mort et assemblées sous le titre de pensée, deviendront le testament spirituel de l'Occident. Jusqu'au bout, Pascal veut servir. Lui, l'inventeur de machines complexes, lance à Paris, quelques mois avant sa mort, une innovation d'une simplicité biblique. Les carrosses à 5 sols, le premier système de transport en commun de l'histoire, pour que les pauvres puissent se déplacer comme les riches. C'est son ultime équation, la charité concrète. Le 19 août 1662, à l'âge de 39 ans, Blaise Pascal s'éteint, murmurant « Que Dieu ne m'abandonne jamais ». L'autopsie révélera un corps ravagé et un cerveau lésé, usé par une intensité de pensée que la chair ne pouvait plus contenir. Il laisse derrière lui un monde transformé. Il a donné un poids à l'air, une logique au hasard et une voix à l'angoisse métaphysique de l'homme moderne. Mathématicien, physicien, inventeur, philosophe et mystique, il a traversé le siècle comme une comète, brûlant toutes les étapes pour finir consumé par sa propre ardeur. Pascal nous a appris que si notre corps est infime dans l'immensité de l'univers, notre pensée, elle, peut contenir l'infini. Et c'est peut-être là, dans cet équilibre fragile entre notre misère et notre grandeur, que réside le véritable secret de l'homme.